Oui, man. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 11 du podcast de Hockey sur demande. Encore une fois, accompagné de mon bon ami Stéphane Grenier d'Entre Chum. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, super bien. Écoute, j'aimerais ça dire que c'est une grosse semaine pour le podcast, mais évidemment, là, tout est shut down pas mal là, au niveau du hockey. Bon, en raison de la COVID, là, je pense pas qu'on va vous apprendre quelque chose là, en vous disant que les activités sont présentement suspendues dans la LNH, du moins Exact. jusqu'au 26, on a dit. Mais j'ai comme l'impression, moi, que ça va s'étirer un petit peu plus, là. Mais ça, évidemment, seul l'avenir va nous le dire. Mais on a quand même quelques sujets qu'on va aborder avec vous. Évidemment, on va commencer avec notre segment coup de cœur, coup de pied. Ensuite, on va Yes. discuter, entre autres, évidemment, l'effet de la COVID là, au niveau de la LNH, mais aussi au niveau des Olympiques, parce qu'il y a eu du nouveau par rapport à ça. On va également parler j'allais dire congédiement, mais en plus, c'est plus la démission de Paul Maurice avec les Oui, Jets, c'est qui a ça. lui-même décidé que c'était terminé. C'est quand même rare qu'on voit ça, un coach là, Ouais. qui décide là, de remettre là, son 4%, mais ça c'est rare qu'on voit ça. Sinon, on va également parler de quelques petits sujets à gauche et à droite et on va terminer également là, avec la portion sur réception où, Stéphane, je vais devoir te poser des questions et cette semaine, Yes. une belle thématique que nous attend. Je me suis forcé à les questions Excellent. de cette semaine. Ça devrait être bien plaisant. Fait qu'on va... Écoute, ça va être parfait. C'est notre dernier podcast pour le 2021. Donc, on finit ça avec les nouvelles du gouvernement qu'on a entendues avant de faire le podcast. Puis, on va essayer de rendre changer nos les idées un petit peu. auditeurs, rendre nos auditeurs un peu plus joyeux avant Noël. Ben écoute, ça ne sera pas tout de suite qu'on va commencer ça de façon joyeuse parce qu'on va y aller avec notre coup de pied et coup de cœur de la semaine. On va commencer avec le coup de pied. Je te laisse aller en premier, Yes. Stéphane, avec cet honneur. Yes, écoute, toute la semaine, j'ai écouté beaucoup de réseaux. J'ai recommencé à travailler, là, pour ceux qui ne savaient pas, avec la naissance de ma petite. Fait que j'ai pu en masse écouter la radio puis l'émission sportive de 91.9. Puis cette semaine, je vois vraiment avec la pression des journalistes envers les jeunes espoirs puis les attentes que les fans se font. Puis pourquoi je vais aussi général que ça matin à soir, c'est que on a toutes les mêmes personnes qui parlent du junior, qui parlent des meilleurs espoirs dans le monde. On a surtout le Snake, là, Simon Boisvert, qu'on entend de plus en plus. On a aussi Mathias Brunet qui en parle Mathias aussi. Brunet qui en parle beaucoup. Puis je trouve ça de valeur parce que je trouve que c'est de la pression inutile. Je ne dis pas que ces deux journalistes-là sont pas bons, ces deux personnes-là de hockey sont pas bons. Mais on a vu ce qui s'est passé avec Norlinder. Norlinder décide de retourner dans son pays. Euh, pour constituer son cheminement. Puis honnêtement, tout le monde parle que c'est fini pour lui, on ne le reverra pas. Ce qui est probablement le cas. C'est pas la première fois que ça va arriver. On a aussi Harris dans la NCAA qu'on ne sait pas non plus s'il va venir ou s'il va aller à son autonomie de 5 ans avec les collèges américains. Donc, est-ce que vraiment on fait les bonnes choses en analysant les jeunes de 16, 17, 18 ans? On les amène dans la Ligue nationale avec une équipe qui est complètement détruite et pourrite. Là. C'est une pomme pourrite présentement avec les Canadiens cette année. Puis on se dit, mais ces joueurs-là sont pas bons, ils sont pas de calibre avec la NH, on va les retourner dans leur pays. Tu sais. Moi, je pense qu'on met beaucoup trop de pression. Puis malheureusement, avec l'ère des réseaux sociaux, ces jeunes-là ont accès à ces affaires-là. Ils ont des Google Translate, ils ont des personnes qui leur disent qu'est-ce que le monde dit. Je pense qu'il va falloir changer un petit peu notre vision de la chose. Puis autant pour nous que la pression, les journalistes, puis les jeunes envers les médias, envers les jeunes qui nous écoutent pour informer les gens. Il va falloir changer peut-être un peu notre épaule de fusil puis de comprendre que un jeune à 17, 18, 19 ans de nos jours, c'est peut-être pas la même chose. Ils sont peut-être pas tous pareils. Il y en a qui vont évoluer à 20, 21, 22, 23 ans. On l'a vu avec Lindgren, là, avec les Blues. Là. 6 victoires de suite. Lindgren était avec Montréal. On disait que c'était un déchet quasiment. Puis il est en train de se faire un nom à quoi, 26 ans? Donc, je pense qu'on a des choses à se parler, puis on a des choses à voir, peut-être à regarder un petit peu de notre côté comment on voit ça à Montréal. Puis c'est un petit peu un coup de pied général. C'est pas une montée de lait, c'est plus une façon de peut-être de voir avec les résolutions de 2022 à peut-être venir avec quelque chose d'un petit peu plus positif, donner la chance aux jeunes à Montréal. On ne va pas reconstruire, on l'a dit la semaine passée, il y a 2 semaines, le dernier podcast, le 13. Je pense pas qu'on est prêt à reconstruire, mais il va falloir être patient à Montréal. Ça passe par les journalistes, ça passe par les fans. Ça, c'est dans notre camp, nous, de faire en sorte que ces jeunes-là vont venir à Montréal puis produire. Ben écoute, c'est ça le danger de vivre dans une province où le Canadien est suranalysé. Là, j'ai rien contre le 91-9, mais 90% du temps, ils vont parler juste du Canadien en boucle. Là, fait qu'à un moment donné, on suranalyse, on essaie de creuser pour trouver des nouveaux sujets où on veut qu'un espoir va bien. Ben là, on essaie de le monter sur un piédestal là, parce que ça fait vendre là, des clics et tout ça.
Puis, tu sais, le prochain, d'après moi, qui va malheureusement vivre ça, c'est Joshua Roy avec le Phoenix de Sherbrooke qui domine présentement. Écoute, Oh même moi, je suis yes. le premier heureux parce que, évidemment, Ouais. c'est un gars de mon coin. Puis, très heureux de voir un Beauceron dans le giron du Canadien. Là, il est en train de dominer Junior, mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il va dominer Junior, qu'il va faire automatiquement 90 points dans la LNH. Mais là, les journalistes vont le monter, vont dire que c'est un bon joueur. Là, il ne pensait pas de faire équipe Canada Junior. Fait que ça veut dire qu'écoute, il a un bon potentiel. Ça va être un futur marqueur de 30 buts dans la NHL. Pas Wow! trop vite. Wow, le kid, c'est son année plus un. Il a été drafté en octobre dernier. Là. C'est même pas, il n'y a même pas un an chez le Canadien. Puis là, ça va commencer à faire des montées là, avec lui. Mais malheureusement, on chiale que le Canadien n'a pas d'équipe, que les jeunes ne se développent pas. Oui, c'est peut-être pas les meilleures personnes qui sont en place pour les développer, malheureusement, ou repêcher. Mais en même temps, on a notre part du blâme aussi là-dedans de trop vouloir les suranalyser puis trop les monter vite puis trop les rabaisser vite quand ça Exact. va moins bien. Tu sais, Caulfield ne connaît pas une grosse saison. Là, on voit déjà des gens qui disent que c'est un flop, qui est trop petit, puis ci, puis ça. Mais hey, en série, il jouait bien, là. Arrêtez. C'est ça le problème. Mais, ça a toujours été ça à Montréal, puis malheureusement, je pense pas que ça va changer. Puis après ça, on va encore chialer que le club n'a pas de bons joueurs, mais en même temps, on ne s'aide pas non plus en faisant ça. Puis les médias non plus n'aident pas non plus, parce que, comme tu as mentionné, Norlinder, là, il a été ramassé à gauche puis à droite. Caulfield a été ramassé à gauche puis à droite. C'est ça. À un moment donné, Jordan Harris, même chose. Là. On en parle, on l'a même pas vu jouer avec national encore, puis on dit déjà que il n'aura pas son contrat, il verrait ça va dans Montréal. Qu'est-ce que vous pensez du kid qui est dans le fond du Michigan, là, puis qui dit moi, là, c'est une gang de fous, il parle déjà de moi depuis 3 ans, puis il dit tout que je signerai pas parce que je suis une grosse tête. Là. On connaît même pas les jeunes. C'est ça que. il y a ça. Puis il y a aussi l'autre volet qui dit qu'Harris, ça va être le prochain sauveur. C'est tout un défenseur. Exactement. C'est un choix de troisième ronde. À un moment donné, si c'était. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choix de troisième ronde qui ne peut pas s'épanouir. Comme Adam Fox, Norlander. ça n'a pas été un très haut choix. Puis il est très bon cette année, puis même l'année passée, puis l'autre d'avant Exact. aussi. Mais je veux dire, c'est pas un joueur présentement qui démontre qu'il va être une superstar dans la LNH. Ça peut être un bon défenseur, mais c'est pas lui qui va tout changer là, chez le Canadien. Fait que, faudrait tempérer nos attentes aussi dans son cas. Tant mieux s'il signe avec le Canadien. Je suis le premier qui espère qu'il va signer avec le CH parce que on l'a vu au championnat du monde aussi il y a 2 ans. Il était quand même très bon avec les États-Unis. Mais de là à dire que ça va être un futur trophée Norris, là, on va se calmer un petit peu là, de ce côté-là. Exact. Moi, je vais aller avec mon coup de pied qui se dirige plus précisément à la LNH, qui, selon moi, a vraiment trop tardé avant de tirer à la plug là, avec les cas de COVID là, qu'on a eu dernièrement. Ça venait ridicule. Là. Il y a des soirées cette semaine qui étaient censées avoir 10 matchs, puis il y en avait 2 à l'affiche. Le lendemain, il y en avait 6 de prévus, il y en a 1 à l'affiche. Ça a l'air broche à foin là, de voir autant de matchs annulés. Il aurait-tu juste... On prend une pause, on va attendre que la tempête passe, puis on restarte après ça en eux, mais... En tout cas, je trouve que c'est pas grand-chose comme coup de pied, mais je trouve juste que la Ligue a de l'air folle un petit peu de voir canceller autant de matchs puis de quand même faire jouer d'autres équipes qui pourraient après ça attraper des cas de COVID à gauche et à droite. Fait que, non, ça, je trouve que c'est pas fort de la LNH. Là, il y a annoncé aujourd'hui là, officiellement qui mettait ça sur pause pour genre 3-4 jours, comme si ça allait changer quelque chose. Fait que, non, je trouve que c'est un petit peu broche à foin la gestion de la LNH là-dessus. Mais évidemment, c'est juste mon opinion. Peut-être que tu vas être en total désaccord, c'est bien correct. Mais moi, je trouve que il aurait pu agir un petit peu avant, puis ça aurait été la Je pense que le fait qu'on est une des seules ligues qui a une frontière avec plus qu'une équipe, donc il ne faut pas oublier que la NFL n'a pas d'équipe au Canada, puis la NBA ont seulement une équipe, puis ils ne sont pas présentement en train de jouer, donc c'est la différence. Ils sont en train de jouer, mais ils ont une pause, je veux dire, ils vont jouer éventuellement. Puis les Raptors sont à l'étranger pour l'instant. Je pense que ça l'aide. Je pense que le problème avec la LNH, c'est que là, il se fait comparer avec les 4 autres grosses ligues. Les 4 autres grosses ligues, ils jouent à chaque semaine. Puis en top de son de la NFL qui fait vraiment bien avec leur protocole très, très, très difficile, mais en même temps, tous les joueurs ont adhéré. Puis là, on voit que la COVID au Canada, ça fait mal. On ne fait pas non plus dans le même monde, mais je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'un break de 4 à 5 jours, peut-être une semaine pour certaines équipes, là, une semaine et demie comme le Canadien. Mais il y a tellement de choses qui s'en viennent avec ça. On en a discuté un peu à gauche et à droite, là, mais il y a tellement de rumeurs qui se sont lâchées cette semaine pour ça. Là. La division canadienne, on revient avec ça. On va rejouer les 40 prochains matchs contre les mêmes 4 équipes. Après ça, là, on va en reparler tantôt, mais il y a tellement de choses qui se disent d'un bord puis de l'autre. Puis maintenant, il va falloir comprendre que on voit les joueurs de plus en plus là, que la LNH est trop sévère. Donc, comme tu dis, ça va peut-être dans un coin un petit peu nébuleux. Le LNH, je pense que tardé, comme tu dis,
mais en même temps, a voulu peut-être faire le plus qu'il pouvait malgré les autres ligues que les autres ne ferment pas. Mais il faut se rendre compte que la LNH, c'est différent des autres grosses ligues dans l'Amérique du Nord. Puis ils sont un peu liés malheureusement au succès des autres ligues. Puis là, on voit que ça fait mal, ça fait vraiment mal. Puis Carey Bettman a l'air dépassé par les événements. Moi, c'est la première fois que je vois un commissionnaire de ligue aussi dépassé par les événements. Là. Je sais pas si tu as regardé les points de presse la semaine passée. Zéro confiance. Ça a l'air d'être une petite marionnette qui se fait diriger par les dirigeants. L'association des joueurs qui n'est pas contente. On dirait que tout le monde tire après d'un bord puis de l'autre, puis là, il va péter un moment donné. Là. Fait que c'est pas évident ce qui se passe aux Andes. Sinon, si on y va avec le positif, le peu de positif qu'on va vraiment parler dans ce podcast-là. Donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention au niveau positif dans la dernière semaine dans le monde du Moi, hockey? ça a été un simple tweet de notre cher ami de tous en Ligue nationale, Robin Lehner, à son retour avec contre les Islanders parce que plus Long Island, c'est dans New York, là, mais à New York, quand il s'est fait raser pour couper la barbe et la moustache pour Lou Mariello contre les Islanders. On se souvient toujours que les pires moments de Robin Lehner ont été avec les Islanders de New York dans sa vie personnelle. Il a toujours été reconnaissant de l'organisation des Islanders qui, selon ses tweets plus tard, là, puis selon ses appréciations d'après-match, a dit qu'ils ont carrément sauvé la vie. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Dans la même semaine, il voulait battre tout le monde sur la glace, puis il voulait faire son roi de ce monde. Puis de l'autre bord, il coupe sa barbe pour remercier les fans des Highlanders. Donc, je trouvais que c'était un petit tweet le fun. Je trouvais que c'était une petite appréciation d'avant Noël. Puis Robin Lehner, c'est un gars émotif. On aime ça, les gars émotifs, pourtant, au Québec, mais lui, on l'aime pas. Mais j'ai trouvé ça le fun. C'est une belle petite appréciation. Moi, mon coup de pouce de la semaine, ben, c'est un petit peu de positif chez le Canadien, plus précisément chez les espoirs du Canadien qui vont participer au championnat du monde de hockey junior dans quelques jours. Il y a 3 joueurs du Canada, qui appartiennent aux Canadiens qui vont jouer dans ce tournoi-là. Puis il y en a 2 qui ont été nommés capitaines. On a Caden Gourley qui va être le capitaine d'équipe Canada. Et il y a Jan Mysak aussi qui a été nommé capitaine de la République tchèque. Donc, c'est pas grand-chose comme coup de pouce, mais on essaie de trouver un peu de positif chez le Canadien. C'est très dur ces temps-ci. Ben là, on va avoir quand même 2 espoirs de premier plan. Encore là, je ne vais pas mettre de pression. On vient juste de parler de pression pour 30 secondes. Mais tu sais, Caden Gourley, c'est quand même un choix de première ronde. Jan Mysak, c'est un choix de deuxième ronde. Puis il joue très bien dans la OHL cette année. Devrait être là, un des meilleurs joueurs de la République tchèque là, dans ce tournoi-là. Puis Caden Gourley, ça devrait être le défenseur utilisé à toutes les sauces, là, surtout pour maîtriser les meilleurs attaquants adverses là, de l'autre côté. Puis on dit beaucoup de bien de lui. Il y a pas Louis Robitaille, mais c'est... non, je pense que c'est lui qui en a parlé à Ongeance récemment à RDS, là, qui vantait ses qualités de leader, puis que c'est un joueur qui est là pour travailler. Ça donne bien parce que chez le Canadien, il n'y en a pas bien ces temps-ci qui ont mis leur botte de travail. Donc, content de voir qu'au moins dans les prospects, on a quelques-uns là, qui semblent prêts là, à prendre la relève. Donc, bien hâte de voir Gourley chez le Canada puis Mysak avec la République tchèque. Le troisième espoir, c'est un choix de deuxième ronde du dernier repêchage, Oliver Kapanen avec la Finlande. Je pense pas que ça va être un joueur de premier plan cette année, peut-être plus l'an prochain. Normalement, les joueurs de 18 ans, c'est rare qu'ils ont des gros rôles, sauf si tu es un espoir vraiment de premier plan, là, un peu comme Shane Wright avec le Canada, qui devrait avoir beaucoup de temps de glace. Mais sinon, le championnat du monde de hockey junior, c'est tout le temps un tournoi de 19 ans qu'on met surtout en avant-plan. Donc, Kapanen, ce ne sera peut-être pas sa grosse année cette année, peut-être plus l'an prochain. Avec la fin. As-tu vu les commentaires qu'il a fait sur son oncle? En fait, là, Sami Kapanen qui a joué pour 800 matchs nationaux avec les Penguins de Pittsburgh. Je pense qu'il a joué avec les Flyers et les Islanders, il me semble. Les Hurricanes, les Flyers. Ouais, c'est ça. C'est pas Penguin, il me semble, Kapanen. En tout cas, peu importe. Ben, je sais que Kasperi joue avec les Penguins. Kasperi, ça, c'est vrai, ça, c'est le cousin. En tout cas, bref, en entrevue, il a dit qu'il battrait son père n'importe quand. Son père, ensuite, son père qui a relancé après en disant que c'était un fin marqueur. Donc, c'est sûr que c'est une belle espoir. Puis, il a dit à la fin de l'entrevue qu'il avait hâte de voir les fans du Canadien le voir faire des buts avec le chandail du Canadien. C'est quelqu'un qui est très confiant, mettons. Il manque pas de confiance. Ça, c'est correct. On aime ça. Un petit peu plus de confiance, puis un petit peu d'argent au travail. Donc, pourquoi pas? Donc, on va plonger dans le vif du sujet du podcast aujourd'hui. Puis évidemment, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées entendre parler de la COVID, mais malheureusement, c'est ce qui frappe fort là, présentement dans le monde du hockey. Non seulement, comme on a mentionné tantôt, la LNH a mis ses activités sur pause pour quelques jours, mais le gros sujet par rapport au COVID, c'est que les joueurs ont finalement opté pour la prudence et de ne pas aller aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là de la part des joueurs?
Ouais, c'était marqué dans le ciel. Là. On a vu quelques joueurs qui se sont lancés après et qui ont dit qu'ils trouvaient ça très dommage. C'est là que les joueurs ont commencé à sortir en disant que peut-être la Ligue nationale prenait trop des décisions difficiles. Peut-être était peut-être un petit peu trop intense au niveau des prérequis et des problèmes avec la COVID. Mais on a vu un Steven Stamkos dire c'est dommage, c'est peut-être ma seule dernière chance avant d'y aller. Lui qui avait déjà dit la semaine passée que si on l'appelait, il irait, peu importe si COVID ou pas. Donc, écoute, je pense que même le tournoi olympique est en péril. Les Au Jeux niveau olympiques tout court, je pense, les sont Jeux en olympiques, péril. je pense, s'en viennent. Ça a commencé avec le hockey. Après ça, on a divergé vers les autres sports. Puis là, je pense que même au niveau du tout ce qui est ski, les affaires comme ça aussi hésitent. Donc, c'est sûr que c'est plate pour nos Canadiens. C'est les Olympiques d'hiver, donc on est toujours très, très fort. C'est plate pour notre équipe canadienne de hockey, que je pense qu'on aurait eu une solide équipe cette année. Et malheureusement, faut prioriser les joueurs. Puis je pense que les joueurs ont pris une bonne décision. Écoute, personne ne veut rester pogné là 5 semaines. Imagine-tu, tu vas faire ton tournoi olympique. Test positif, reste là de 3 à 5 semaines. Ton équipe s'appelle n'importe quel au McDavid. Les Edmonton, déjà qui va mal, va perdre McDavid, Draisaitl, puis 3-4 autres joueurs comme ça pour 5 semaines. Donc je pense que c'est dommage, mais je pense que c'était écrit dans le ciel. Écoute, ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est que c'était possiblement la seule occasion qu'on aurait pu voir Crosby, McDavid et McKinnon dans la même formation. Parce Exact. qu'évidemment, Crosby, je pense qu'il va avoir de quoi comme 40 ans lors des prochains Jeux olympiques en 2026. Est-ce qu'il va encore jouer? Moi, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il va être encore capable de jouer. C'est un gars qui est toujours en shape, qui prend son entraînement très au sérieux. Évidemment, il faut que ça lui tente, mais on sait que c'est un gros passionné de hockey. Si à 40 ans, il est encore capable de suivre, d'après moi, il va le faire. Donc, on peut peut-être réussir Il y aura à 38 le... ans. Il y a 34 ans, il y aura 38 ans. 38 ans. Ah, 30... ouais, ça pourrait se faire, 38 ans. C'est sûr que ça va dépendre aussi des autres joueurs disponibles parce Ah qu'évidemment, ouais. Équipe Canada, c'est pas la Biélorussie. Tu n'as pas genre juste 2 joueurs qui jouent à NHL et que tu comptes pas mal là-dessus. Je pense que Crosby, à 38 ans, est-ce qu'il va être vraiment meilleur que les autres candidats possibles? C'est à voir. Moi, je pense qu'il est capable Voilà. encore de le faire. Mais j'aimerais savoir ça un jour, le Crosby, McDavid puis McKinnon. Là, ça... Puis peut-être Shane Wright ou Connor Bedard, sait-on jamais, dans 4 ans. Peut-être, effectivement. On aurait le choc des générations dans ce line-up-là. Ça serait malade, mais bon, on va y aller une étape à la fois. Mais sinon, toi, si mettons, le tournoi a bel et bien lieu, est-ce que ton intérêt descend drastiquement vu que les joueurs de la NHL ne seront pas là ou si tu as quand même un gros intérêt pour. En tant que fan de hockey, non. En tant que fan de hockey élite, probablement. On va probablement le regarder s'il y en a pareil. Il y a quand même des bons joueurs canadiens en Europe qui sont déjà basés en Europe, en Asie, puis dans ces places-là. Tout le monde en parle, là, David Desharnais, ces gars-là qui pourraient être appelés. Je ne mentirais pas que c'est sûr que les codes d'écoute ne seront pas super bonnes, mais malheureusement, il faut être un fan de sport. C'est un peu ça les Olympiques, c'est pour le sport et non seulement pour les élites. Donc, écoute, oui, ça change la donne, mais en même temps, je vais m'asseoir sur le divan puis je vais le regarder pareil, juste pour voir comment ça se déroule. Puis pour voir aussi que si la Ligue nationale n'existerait pas, on se place où au Canada pour le fun parmi les meilleures nations élites. Donc, Lors des derniers Jeux olympiques, la NHL n'était pas là. On avait ouais. fini combien? Je ne me souviens plus dans ces jeux-là. Olympique Recherche Google 2018. live dans le podcast. Parce qu'il me semble qu'on n'avait pas OK. fait si bonne figure que ça aux Olympiques. Non, je vais dire ça tout de suite. Google rapide. Hein. On avait eu la médaille. Ça se peut pas 2 médailles, ça n'a pas de bon sens. 2 médailles. Ben, ouais, si on compte féminin et masculin peut-être. Là, mais... Ouais, on a eu une médaille d'argent et une médaille de bronze. Attends un petit peu. Là. Les Russes avaient gagné, les États-Unis avaient gagné. Ça, les États-Unis, c'est les féminins. Ça, je suis pas mal sûr. C'est qu'on aurait fini avec la bronze, ce qui ferait du sens. Puis la Russie, puis l'Allemagne aurait fini deuxième. L'Allemagne? Non, ça, c'est dans les féminins, excuse-moi. Ouais, peut-être, ça nous a Olympique 2018 que. Olympique hockey. Masculin. Hey, ça, c'est une question à 1000$. Hein? Moi, t'as envoyé un chèque pour la réponse. Kevin Poulin était gardien de but, ça, je me souviens. Là. Ouais, puis c'était tous des ramassis de joueurs qui jouaient en Europe, mais c'était pas reluisant. Tu avais des. C'était qui avait. Je pense que c'était Justin. Il n'y avait pas Justin Pugh aussi comme goaler ou de quoi de même. Ouais. Je sais que c'était pas un gros line-up, mais évidemment. Ouais, c'est la Russie gagnée. Runner-up, c'était la Germanie, puis la troisième place, le Canada. Exactement. Masculin?
Ouais, L'Allemagne avait fini masculin. deuxième. Tu te souviens pas à Pyeongchang? Attends, Non, je me oui, souviens c'est pas de exactement ça. ça. Oh, oui, c'est exactement ça. L'Allemagne a fini deuxième. Et l'Allemagne était meilleure que nous autres, sans les joueurs NHL. Ah, il y avait Christian Ehrhoff, il y avait, j'ai les livres devant moi, là, Christian Ehrhoff, Jonas Moller, il y avait, qui qu'on connaît, Maurice Muller, un autre. Pas grand monde qu'on connaît là-dedans, en plus, là, Daryl Boyle. Hey my God. Puis au Canada, j'en nomme donc 2 joueurs de l'équipe canadienne pour la fin. Max Lapierre, étais-tu là? Oui, Non? Max Lapierre était là, oui. Oui. Ouais. Ben là, t'as dit Kevin Poulin, était-tu là? Kevin Poulin, ouais. Mettons qu'on là, essaie d'en trouver un autre par. Mettons, j'essaie d'en trouver un autre. Eh boy. Hey, écoute, il y en a un qui a été repêché deuxième par les Blackhawks de Chicago. Jamais joué en national. Gilbert Brûlé. Non, Gilbert Brûlé. Ah! C'est pas les Jackets qui l'avaient repêché? Je me semble, je sais pas. C'est pas les Blue Jackets qui l'avaient repêché. C'est Blue Jackets, je me suis trompé. Ouais. Je pensais que c'était les. En tout cas, fait que tu vois-tu que. Tu sais, Derek Roy était là. René Bourque, notre cher ami René Bourque. Ah oui, comment oublier René? René Bourque, tu sais, Christian Thomas était là aussi. Ben Scrivens. Comme tous des anciens du Canadien. Ouais. Mason Raymond, avait Rob Klinghammer, Woltek Wolski. Et on commence à être vieux, là. Et Quinton Howden, ça c'est un jeune. Il y avait Chris Lee, et non, ce n'est pas l'arbitre, je le précise. Donc oui, troisième à Pyeongchang, le Canada, sans les Jeux olympiques, avec les joueurs de la Ligue nationale. Moi, honnêtement, ben déjà que le tournoi, en plus, vu que les Jeux olympiques, c'est quand même en Asie, les matchs vont être à 3-4 heures du matin. Est-ce que je vais vraiment me lever pour voir justement des Christian Ehrhoff, on dirait que moi, mon intérêt a comme baissé pas mal. Moi, sûr. je pense que je vais avoir plus d'intérêt à regarder le hockey féminin parce qu'il y a Marie-Philippe Poulin, il y a vraiment des bonnes joueuses. Je ne dis pas que les joueurs canadiens masculins sont pas bons, mais quand tu es habitué de regarder des McDavid, des McKinnon à l'année longue, puis là, tu tombes sur des Gilbert Brûlé, des Quinton Howden. C'est rien enlevé à ces joueurs-là, mais on s'entend que on baise une coche pas pire. Fait que, oui. moi, je suis un peu déçu du fait que les joueurs aillent pas aux Olympiques, mais c'est sûr que c'est très comprenable. Là. Je veux dire, même moi, je n'aurais pas été là, si j'avais été un joueur de la NHL. Là, je pense que j'aurais juste mis un X là-dessus. Mon équipe de la NHL est plus importante qu'une médaille d'or aux Olympiques, même si l'occasion se présente pas aussi souvent. Fait que non, je comprends honnêtement la décision là, des joueurs, puis je pense que c'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Si on veut que la saison de la NHL se poursuive jusqu'à la toute fin, c'est pas le temps qu'on ait quasiment le 3/4 des joueurs qui sont allés jouer aux Jeux olympiques qui pognent la COVID. Disons qu'on veut pas, on veut pas que ça arrive, mettons. Non, c'est la business du hockey nord-américain qui en mangera un gros coup. Là. Écoute, prochain sujet, c'est très rare qu'on voit ça. Un coach qui se discarte carrément de la NHL. Paul Maurice a jugé que ça ne marchait plus. C'est assez, on tire la plug, on passe à autre chose. Mais c'est quand même, il faut quand même être très humble là, pour faire un geste de la sorte. D'habitude, tu es coach NHL, tu ne veux pas perdre ta job. Ouais. Puis là, c'est toi qui volontairement là, décide là, de step it down. Donc, qu'est-ce que tu penses de la décision de Paul Maurice de se retirer? Écoute, très surprenant. Écoute, ça a été le matin avant un match en plus. Là, c'est assez surprenant. Écoute, dans ses propres mots, elle dit les joueurs jouent encore pour moi, c'est pas un problème. Mais on voit que ça fonctionne pas. Puis quand on se rend compte que ça fonctionne pas, on est mieux de se retirer pour le bien de ces joueurs-là. Je les aime tous, je les adore, c'est tous des bons jeunes puis des bonnes personnes, mais je pense qu'il est temps pour moi d'y aller. Donc, avec ces paroles de sage, on n'a pas vu ça souvent à Montréal, on n'a pas vu ça souvent dans la Ligue nationale. Écoute, c'est un peu inusité, mais quoi de mieux de se retirer soi-même dans peut-être des conditions plus favorables que de se faire pitcher dehors comme Gérard Galland 2 fois avec une valise sur le bord d'un autobus. Donc, écoute, surprenant, mais en même temps, les Jets qui n'ont pas une superbe saison, là, on va se le dire, mais non plus qui ne sont pas dans la cave. Donc, je pense que les 2 dernières années ont fait mal à Paul Maurice. C'est quand même 6 ans qu'il était là, je pense, ou 7 ans, qu'il commence sa 7e année, présent cette année. Donc, je pense que malheureusement, il a décidé de se retirer. Puis c'est une décision qui est partagée, je pense, par tout le monde. Et puis là, ça va être le papa de M. Laurie qui va être coach présentement, là, Dave Laurie, qui a pris la relève là, en attendant.
Ben, écoute, du côté de Paul Maurice, lorsqu'on regarde là, qu'est-ce qu'il a fait son CV avec les Jets de Winnipeg, si on regarde surtout ses participations en série parce que c'est le plus important, malgré le fait que les Jets avaient quand même une très bonne équipe dans les dernières années, peut-être moins cette année que l'an dernier, malheureusement, il a juste été en mesure de guider une fois en finale de l'Ouest. C'était en 2017-2018 qu'ils avaient perdu. Ils se sont fait éliminer 3 fois en première ronde, une fois en deuxième ronde. Donc, même si on dit à travers la ligue que Paul Maurice c'est un bon coach, c'est un coach qui est vraiment bon avec ses joueurs, puis tout ça, puis pas mal sûr que les joueurs des Jets, là, même lui, il disait que les joueurs, ils jouent encore pour lui, donc c'était pas un problème qu'il n'y avait plus de communication ou que ça marchait juste entre les deux. C'est juste qu'il voyait que les résultats ne venaient pas, puis il jugeait que c'était peut-être lui le problème, donc il a décidé de stepper down. Mais tu sais, sinon, on ne peut pas dire que les Jets, avec les joueurs qu'ils ont eu dans le passé, ont réussi là, à mener cette équipe-là en finale de la Coupe, puis même gagner une Coupe Stanley, malgré qu'il y avait l'équipe pour. Donc, est-ce que c'est la faute de Maurice? Est-ce que c'est la faute des joueurs? On ne le saura pas. Mais n'empêche que malgré le fait qu'il y avait des bons joueurs sous la main, il n'a pas été en mesure de les mener jusqu'au bout. Donc, malheureusement, on ne peut pas dire que ça a été un passage très positif si on regarde en termes de résultats en série. Parce que oui, on fait plusieurs fois les séries, mais comme j'ai mentionné, une seule fois qu'ils se sont rendus en troisième ronde ou mieux. C'est en 2017-2018. Exact, oui, effectivement. C'est des bons points. Puis c'est pas un entraîneur. C'est pas un entraîneur qui est détesté en Ligue nationale non plus. On sait que c'est un jargon qui est très, très tissé serré. Probablement qu'il va se retrouver un emploi, peut-être pas cette année. On va peut-être prendre une petite demi-année de break, mais c'est un entraîneur qui est revenu à plusieurs reprises. Il a toujours quand même bien fait, mais comme tu dis, je pense que les statistiques sont là pour en parler par elles-mêmes. Surtout au Canada, il faut que tu fasses les séries, puis malheureusement, mais c'est pas quelque chose qui arrivait régulièrement avec les Jets, malgré une équipe quand même assez dominante. Et là, Dave Laurie qui va le remplacer. Lui, si on regarde son CV, c'est pas très reluisant non plus. Là. Non. Il a été assistant là, dans la LNH, mais jamais head coach. Sinon, il a coaché au niveau junior. Il n'a jamais rien gagné niveau junior. Il y a une grosse saison, par exemple, en 2008-2009 avec les Hitmen de Calgary. 59 victoires, 9 défaites, 0 en prix d'égalité en prolongation et 4 en tir de barrage. Donc, 4 défaites en prolongation, mais c'était les 4 en tir de barrage, 9 défaites en temps réglementaire, 59 victoires. Et ça a été sa meilleure année niveau junior. Il a mené cette équipe-là en finale, mais ils ont perdu malheureusement. Ça a été sa meilleure saison. Par la suite, il n'a pas été en mesure de remporter le championnat dans la WHL. Et je me rappelle surtout qu'il avait été critiqué vivement au championnat du monde de hockey junior. Je pense que c'est là 2 ou 3 ans qu'il avait coaché l'équipe junior puis qu'il utilisait ses joueurs tout croche. D'ailleurs, je pense que c'est hier, j'écoutais On Jase et c'était... Non, c'était pas hier, c'était une couple de jours que Stéphane Leroux était là, puis il en avait long à dire sur Dave Laurie, disons qu'il ne le portait pas dans son cœur, mais c'est vrai qu'il avait été critiqué vraiment solide là, suite à l'utilisation de ces joueurs là, au niveau du championnat du monde. Là, je pense qu'il avait favorisé comme des joueurs qui connaissaient pas mal plus, mais qui étaient moins talentueux que les joueurs talentueux de l'équipe. Donc, ça a donné, je pense que cette équipe-là n'avait même pas eu de médaille cette année-là, où c'était à la limite bronze, là, mais il n'y avait pas eu c'était pas très reluisant. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire là, avec des hommes, avec une équipe NHL qui est quand même très bonne sur papier. Peut-être un manque de défenseurs de premier plan, mais sinon, l'attaque a toujours été là. Pierre-Luc Dubois connaît une très bonne saison jusqu'à maintenant. Ehlers aussi, Scheifele aussi. Il y a Wheeler, là, que c'est plus tranquille un peu. Carl Connor aussi. Il y a toujours un bon gardien en Connor Hellebuck, donc ça, c'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir si cette équipe-là va prendre un nouveau virage. Des fois, ça prend juste un changement de coach sans dire que l'autre était mauvais. C'est juste que des fois, une nouvelle voix, ça peut changer des choses dans le vestiaire. Mais quand je regarde la feuille de route de Dave Laurie, disons qu'on va laisser la chance aux coureurs, mais c'est pas ce qui est le plus encourageant là, présentement. Non, puis je pense pas que dans un marché canadien, tu peux te permettre, à moins que tu vas le reconstruire comme à Montréal, Ottawa, tu peux pas avoir un coach qui n'a pas d'expérience, puis ça va probablement être une ballonne de sûreté ou une bouée de sous-outage cette année. À moins que l'équipe se mette à gagner, mais on voit ce que ça fait l'année passée. Hein. Il faut faire attention. Là. C'est pas, je pense pas que les Jets ont besoin d'un entraîneur recru, à moins d'avoir eu un bon CV, ce qu'il n'y a pas présentement. Stéphane, on avait une couple de sujets là, qu'on voulait discuter là, rapidement. Ouais. Je vais te laisser y aller. Je pense que tu en avais noté quelques-uns. Là, Ouais. J'en ai rajouté un ou deux pendant qu'on se parlait en même temps. Écoute, on a parlé rapidement tantôt. Dommage pour les Flames de Calgary. Donc, en 2018, il y avait un projet de rénovation d'amphithéâtre à 250 à 300 millions qui avait été pour le Saddle Dome. Puis finalement, ça a été mis de côté là, hier ou avant-hier là, par la ville et le groupe qui s'occupe des Flames de Calgary. Donc, je pense qu'avec la nouvelle mairesse, ça coque pas pantoute, ça cloche pas les deux. Donc, évidemment, ça fait un petit peu longtemps qu'on voulait rénover ce centre sportif-là à Calgary, puis ça se fera pas encore.
Donc, malheureusement, ça, c'est une nouvelle un petit peu négative encore là, qui se passe avec les Flames de Calgary. C'est plate parce que les Flames connaissent vraiment une très bonne saison cette année, donc ça va Ouais. bien. Puis là, on n'aurait qu'une nouvelle de même qui est pas scraper la saison parce qu'évidemment, là, ils ont quand même toujours du succès sur la glace, mais ça. Disons qu'on n'avait pas besoin de tout ça à Calgary là, suite à une belle saison de même. Effectivement, puis tous les morceaux collent cette année. Hein? C'est ça qu'on parlait un petit peu dans nos débuts de podcast quand on a fait les semaines 1, 2 et 3 avec quand on faisait prédictions. On disait, bon, est-ce que ça va coller? Est-ce que les joueurs vont commencer à redorer ou jouer comme qu'ils jouaient? Cette année, Johnny Hockey va super bien. Donc, on voit que l'équipe a remonté un petit peu dans, dans la division, surtout au niveau de leur talent. Puis écoute, avec un vieux renard comme leur coach, donc des fois, un peu de pogne, ça l'aide et ça fonctionne cette année, comme tu dis. Sinon, on va parler aussi du match des étoiles qui a été cancellé du côté de la AHL. C'était un match Ouais. des étoiles qui devait se passer du côté de Laval cette année. Alors que du côté de la LNH, pas plus tard que cette semaine, on a publié un article pour voir les meneurs là, parmi les votes là, pour le match des étoiles de la LNH. La question qu'on va se poser, est-ce que ce match-là va vraiment avoir lieu? Est-ce que ce match-là devrait avoir lieu? Moi, je pense que honnêtement, je skipperais ça sur un moyen temps, là, le match des étoiles. Je pense pas que c'est de quoi qui est bien, bien important. Là, surtout qu'en plus que les années avancent, plus qu'on est Déçu de zéro cet intéressé par événement-là. le match des étoiles. Là. Il y a le concours d'habileté qui est toujours le fun, mais en même temps, moi, là, je vais parler pour moi-même. L'épreuve qui m'intéresse le plus, c'est le concours d'échappée parce que c'est là qu'on peut voir les skills et tout ça. Mais là, c'est rendu un cirque, là, qu'on joue avec un mini-stick, on fait plein de niaiseries. Je trouve que c'est une occasion de gâcher, de montrer le talent des joueurs. C'est un peu, justement, de faire des épreuves là, qui démontrent le talent à la Zegris, qui font des jeux de passe spectaculaires, des trucs comme ça. Mais à la place, là, on fait de clown. Puis, oui, c'est divertissant, mais moi, honnêtement, c'est pas ça que je veux vraiment voir dans un concours d'habileté. Ça le dit, c'est un concours d'habileté. Ouais. C'est pas du talent à revendre, là, version cirque de hockey, là, on s'entend. Fait que, puis le match des étoiles, ben, ça, on n'en parle même pas. Là. Ça a autant d'intensité qu'une game de pétanque là, dans le cours arrière chez nous. Là, C'est comprenable en plus. Donc, c'est pas. C'est le oui, c'est ça. système, Honnêtement, c'est la façon que c'est fait, c'est pas bien fait. qui va se garrocher devant un slap shot dans un match des étoiles qui compte pour absolument rien? Personne. 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 Puis, les goalers ne se forcent pas trop non plus parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Honnêtement, tout est compréhensible dans ce qui se passe. Mm-hmm. Même moi, je ne serais pas le plus intense dans un match des étoiles, mais c'est juste plate à regarder. C'est de le faire, je pense, le problème. Comment? C'est de faire le match des étoiles, le problème. Ouais, c'est ça. Le concept n'est pas bon. Non, c'est ça. Puis, non, honnêtement, c'est quand même qu'on skip ça. Est-ce que les fans seraient vraiment déçus? J'imagine que ça doit être une question de revenus pour la Ligue, évidemment. Ben oui. Mais moi, honnêtement, là, mon intérêt là, est à moins 1000 présentement pour Match des étoiles. Là. Il pourrait juste pas exister puis ça ne changerait pas grand-chose dans ma vie. Là. Exact, exact. Si on revient à tes débuts qu'est-ce que tu viens de dire? Donc, oui, on a officialisé après-midi, en fait, que évidemment, le match d'étoiles, la Ligue américaine était à Montréal cette année. Donc, on faisait amener les meilleurs espoirs américains, la Ligue américaine à Montréal. Puis évidemment, mais avec ce qui se passe, je te mentirais pas que je trouve que c'est quand même le 7 et 8 février. Donc, on aurait pu quand même se revirer de bord pour les années pareilles. Mais là, est-ce qu'on s'enligne pour un mois et demi de désastre à cause du COVID au Québec? Je pense que oui. Donc, la Ligue américaine de hockey a décidé de faire attention et être cancellée. Dommage pour Montréal, encore une fois. Quand on parle des All-Star Games avec la LNH, c'est toujours la même chose. La première journée est bonne. Quelques épreuves sont bonnes. Moi, j'aime toujours voir les patineurs les plus rapides. C'est toujours le fun de voir les gars se défoncer pour le patinage le plus rapide. On a aussi les cibles qui sont toujours intéressantes de voir comment les gars peuvent être précis rapidement en décochant des lancers. On a aussi le lancer le plus puissant qui est quand même assez commun, mais là, depuis une couple d'années, c'est toujours les deux mêmes qu'on avait. Là, ils ne seront probablement pas là cette année. Donc, ça va être probablement des nouveaux qui vont gagner. Donc, tu sais, c'est une fin de semaine, un événement qui est un petit peu à discuter. Pourquoi? Parce que si on prend les autres sports, comme la NFL, mais là, on a le droit à des bons catchs pareils. Donc, on a des gars qui vont lancer des ballons peut-être inusités, puis vont attraper des catchs inusités sans trop se forcer. Le football est plus dynamique que le hockey. Donc, au hockey, tu ne veux pas, comme tu disais, te mettre devant un shot à 110 000 à l'heure. Après ça, tu ne veux pas non plus arriver en échapper, faire trébucher le gars. Tu ne veux pas le ramasser dans le coin pour sauver ton goaler. Les gardiens de but, ça ne leur tente pas de faire la split non plus pour faire des saves de gauche à droite quand les passes sont transversales dans la zone des buts. Donc, c'est comprenable. C'est dommage parce qu'il va falloir trouver un moment donné un lien entre les récompenses qu'on offre aux fans qui votent pour ça et un match qui a du sens. Ça serait à discuter, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, oui, effectivement, c'est dommage. Là.
Ben, en même temps, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas vraiment Pas de solution de choses gagnante. qu'on peut changer. Tu sais, le baseball, c'est facile de mettre un enjeu. Tu sais, c'est pas un sport qui, quand je dis physique, c'est qu'il n'y a pas de contact entre les. Tu sais, Exact. c'est sûr que oui, les lanceurs, ils se défoncent le bras pareil à lancer, puis tout ça. Mais tu sais, sachant qu'il y a un enjeu, ben, ça dérange moins là, parce qu'on peut avoir l'avantage lors des World Series. Donc, ça, tu sais, c'est correct. Mais au hockey, tu ne peux pas dire le gagnant du match des étoiles va avoir l'avantage pour la Coupe Stanley. T'sais, les joueurs ne commenceront pas à se garrocher d'un bord puis de l'autre Ah non. pour bloquer des tirs, donner des mises en échec, commencer à taper sa baboune. C'est censé être un show sympathique. C'est pas censé d'être un festival de slapshot non plus. Non. Ça va être dur de rendre ça intéressant. Moi, honnêtement, je pense que je me concentrerai pas mal plus sur un concours d'habileté plus poussé à la limite. Puis on oublie le match des étoiles. Honnêtement, le match des étoiles, pour ma part, je pense que ça doit faire 15 ans que j'écoute pas ça, le match des étoiles. Là. Moi, je serais pas capable de faire un match des étoiles le dimanche entre les gars et les filles. S'il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de personne qui se piche devant les. Tu prends les meilleurs joueurs au monde, les meilleures joueuses au monde, puis tu les fais jouer un côté de l'autre, qui sont votés par les fans. Ce serait le fun d'avoir Poulain puis celle des États-Unis à se battre contre les meilleurs de la Ligue nationale. Puis il n'y a pas personne qui se force, c'est amical. Tu sais, que ça finisse 32-0 ou 32-24, on s'en fout, nous autres, dans le fond. Là. Donc, il faut rendre ça amical, il faut rendre ça le fun à regarder. C'est le meilleur exemple. Tu sais, t'es dans la jeune, t'es dans la fleur de l'âge, puis ça t'intéresse pas depuis 15 ans. Puis Christy, t'as avoir quoi, 11, 12, 13, 14 ans quand c'est arrivé la dernière fois, ça veut dire. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut réattacher cet événement-là. Oui, ça donne des revenus à la Ligue nationale, c'est sûr. Ça vend des chandails, ça vend dans l'amphithéâtre que ça va. Ça a des codes d'écoute aussi pour les télévisions. En même temps, il faut trouver un moyen que ça soit plus alléchant que ce que c'est présentement. Il a raison. Sinon, avais-tu d'autres sujets qu'on peut glisser avant de Ouais, terminer ça pour rapidement. Je vais y aller rapidement. Là, on va parler un petit peu du championnat junior qui a décidé quand même qu'il se faisait devant fans à Edmonton, qui va commencer la semaine prochaine, en fait, dans 4 ou 5 jours, je pense. Là. Est-ce que c'est Les devant les matchs préparés. partisans ou si on changé d'idée? Dernière nouvelle, c'était devant les partisans. Là. Moi, en tout cas, je vais regarder. Là. Et là, avec l'annonce, là, ben, ah non, c'était au Québec, c'est vrai qu'ils ont annoncé que les tournois et tout ça, c'était huis clos, mais c'était pas au C'est Canada. ça. Mais tu sais, honnêtement, là, pendant que tu cherches, là, Ouais, ça va avec honnêtement, les un fans encore. championnat du monde, on l'a vécu l'année passée, là, pas de partisans, puis c'est plate. Pourri. Pour vrai, là, Ben le oui. championnat du monde d'hockey junior, là, je pense que c'est un des plus beaux tournois de l'année. Ah ouais. Parce que, tu sais, c'est des joueurs qui sont pas là pour l'argent, parce qu'ils sont pas, ils gagnent pas des gros salaires, ils sont là vraiment pour défendre l'honneur de leur pays. L'ambiance dans ces matchs-là est complètement folle, surtout dans les rondes de médailles. Le commentateur à TSN, honnêtement, il est malade. C'est rien enlevé à Stéphane Leroux, là, mais moi, honnêtement, je l'écoute souvent là, à TSN, puis il est juste parfait. Ouais. Avec Ray Ferraro qui fait l'analyse aussi dans ces matchs-là, ou Craig Button aussi qui est là. Mais honnêtement, c'est mon deuxième Noël. Pour vrai, le temps des fêtes, là, il y a Noël avec la famille, puis championnat du monde. Là, je mets ça sur mon décodeur toutes les games en fin de soirée quand ma blonde est couchée. Je me claque ça d'un bout à l'autre. Pas grave, t'es en congé le lendemain. Fait que, honnêtement, j'en profite. Fait que, ah non, c'est. Puis, tu sais, honnêtement, avec les partisans, ça ajoute une coche au-dessus, ce tournoi-là. Fait que j'espère, honnêtement, que ça va être avec partisans. Mais en même temps, je comprendrais si on se retourne de bord à la dernière minute. Je ne veux pas non plus encourager qu'on propage le COVID non plus. Mais ce tournoi-là sans partisans, ça perd beaucoup de cachet, même si le spectacle est très bon sur la glace. Mais l'ambiance, là, c'est un gros plus. Là. Effectivement, puis confirmé, ça va être devant les fans. Je pense que le championnat junior le sait, puis c'est beaucoup de revenus aussi au niveau de la Ligue junior canadienne. Donc, non, c'est une bonne idée. Puis moi, j'ai vraiment hâte à ce tournoi-là. Je pense qu'il va être plus intéressant que les autres. Puis cette année, on a une bonne équipe en plus. Donc, les 10 nations qui vont être là vont être assez le fun à regarder. Donc, au niveau de ce côté-là, on va espérer qu'il n'y ait pas d'éclosion puis qu'il n'y ait pas trop de dommages au niveau d'Alberta. Mais tout le monde sait que l'Alberta, c'est un peu le Texas du Canada. Donc, le COVID là-bas, c'est un petit peu ailleurs dans leur pensée. Puis, on va dire good job pour le hockey junior, mais en même temps, il faut quand même faire attention. Donc, ça, c'est un sujet que j'avais aussi. Puis on va parler aussi de la fameuse Winter Classic là, contre le Wild Lily Blues qui va se faire le 1er janvier au Target Field des Twins Minnesota à 19h le soir. Donc, évidemment, c'est une classique Illumi qu'on appelle là, à chaque année qu'il y a, puis qui va avoir lieu dehors en plus au stade des Twins. Puis l'autre affaire que j'avais rapidement, là, j'en avais deux autres, là, c'est le commentaire de Gretzky sur Ovechkin qui a dit qu'il est probablement sûr qu'il va battre mon record, puis je vais être content mais qu'il le fasse. Donc, c'est le fun de voir que la merveille parle comme ça présentement. On sait qu'Ovechkin est à quoi, le 140 buts ou 139 buts de le battre.
Puis on voit que c'est une mission qui se fait cette année et est en feu. Mais je trouve ça le fun aussi de voir qu'il essaye le moins possible d'enlever la pression. Il essaye le plus possible, excuse-moi, d'enlever la pression sur les épaules d'Ovechkin, qui encore une fois cette année, il va être encore probablement. On va probablement avoir des bâtons dans les roues. Là. Je ne suis pas vraiment sûr qu'on va vérifier avec la nationale si on fait 82 rencontres, mais là, si on extensionne du 26 au 4 janvier ou du 26 au 1er janvier pour la Ligue nationale, pourrait avoir encore des bâtons dans les roues, puis ça serait dommage. Je pense que dans notre génération à nous, d'avoir probablement un des plus grands marqueurs de l'histoire du hockey au niveau du marqueur pur. Là, Gretzky, c'est un joueur complet. Mais là, un marqueur pur comme ça, de battre la marque de Wayne Gretzky, ça va être assez incroyable de voir ça peut-être dans 3 ou 4 ans. Là. Non, puis j'y souhaite honnêtement, parce que comme tu as mentionné, en plus, il y a eu un lockout aussi. Il y a eu la COVID qui a scrappé pour quasiment 2, puis probablement 3 saisons. Donc, honnêtement, j'espère vraiment qu'il va réussir quand même. Là, il est encore sous contrat, je pense, pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc, Ouais. en espérant qu'il n'y aura pas de problème de santé majeur d'ici là ou des blessures majeures. Fait comme ça, il va être parce que honnêtement, s'il joue ses 3 ou 4 dernières années de contrat comme il se doit, qu'il n'y a pas de blessure puis qu'il n'y a pas de maladie ou peu importe, je pense qu'il va le battre. Là. C'est une question de temps. Mais là, c'est ça. Combien de saisons que le COVID va encore scraper? Est-ce qu'il va y avoir des blessures majeures d'ici là? On va souhaiter que non, mais s'il reste en santé, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'Ovechkin passe au premier rang. Là, Ouais, puis écoute, autant que Crosby est un joueur différent, là, on va en parler un petit peu d'Ovechkin, autant que Crosby est un joueur différent parce que c'est un joueur qui était un petit peu plus complet peut-être. Peut-être moins flashy au niveau des buts et tout, mais on parle quand même d'un gars qui a probablement fait 800 buts en carrière, 3000, sinon 3500 mises en échec. Un train, là, un fameux train. Là. Donc, il va quand même avoir laissé une grosse marque dans le hockey malgré 120 ans d'existence, 112 ans d'existence. Donc, c'est impressionnant qu'on s'est capable d'avoir ça présentement. Puis, Sutter s'en va. Hein? On a Carey Price, on a Ovechkin, on a Crosby, on va avoir Steven Stamkos aussi qui vieillit. Donc, c'est une belle ère que moi, j'ai connue quand ils ont commencé. Puis que là, ces joueurs-là s'en vont tranquillement pas vite. Là, ils vont commencer à prendre de l'âge. Donc, c'est intéressant à voir ce qui va se passer au cours des prochaines années. Là, c'est ça qui est le fun, par exemple, c'est le fait que si, mettons, Ovechkin réussit à battre le record de Gretzky, c'est que c'est un joueur qu'on peut pouvoir dire, hey, je l'ai vu de sa première année exact. de la NHL à sa dernière, j'ai été témoin de ce record-là de A à Z. Tandis que moi, Gretzky, malheureusement, évidemment, j'ai pas eu la chance de le voir dès ses débuts. J'étais même pas né quand il a commencé. Puis j'étais né, puis il achevait. Là. Donc, tu sais, j'ai pas eu vraiment de gros souvenirs de Gretzky à part son dernier match. Mais sinon, sur Ovechkin, je me rappelle de son année de draft, je me rappelle de son but contre les Coyotes là, qui s'est quasiment viré de côté à terre. Puis c'était pas mal dans ses débuts, justement. Ouais. Écoute, c'est un joueur qu'on a vu évoluer devant nos yeux. Puis j'espère vraiment qu'il va se terminer au premier rang, juste pour, honnêtement, pour lui, mais juste pour dire aussi que j'ai été témoin de ce record-là de A à Z. Évidemment, je n'ai pas vu tous ses buts live, mais on regarde les faits saillants, on regarde. Oui. On est capable de les voir. Je suis pas mal sûr qu'on est capable de voir tous ses buts jusqu'à maintenant sur YouTube. Ah, ben il y a oui. sûrement une compilation de quelque chose. Là, fait que... À chaque année, il y en a une pour tout début de l'année, de toute façon. Là, fait que, non, c'est ça. Fait que, avec son dernier but qui s'est laissé. Avec son dernier but qui s'est laissé juste aller sur la personne. T'as-tu vu son dernier but? Non, je l'ai pas vu. Part de sa zone défensive, puis il ne passionne même pas. Il se laisse glisser. Rien dans le verre, ça soit pas que ça s'appelait, il score. Même pas d'effort. Ouais, mais tu sais, il y a tellement un bon shot qu'il y a juste besoin de ça, d'avoir la POC sa palette une demi-seconde, puis Charbel est dans le but. Là. Ouais, puis je me serrais toujours un gars, je me souviens pas si c'était qui, mais j'ai perdu le nom en allant, puis il a dit écoutez, ça fait 15 ans qu'il marque les mêmes buts, ça fait 15 ans qu'on essaie d'y enlever, puis ça fait 15 ans qu'on n'est pas capable. Donc, si on serait capable d'y enlever la rondelle, puis qu'il ne marque pas 50 buts par année, on le ferait, mais on n'est pas capable. Donc, son fameux bureau là, au niveau du Joe Sakic Corner, là, écoute, c'est incroyable comment ça rentre, ça n'a pas de bon sens. Bon, es-tu prêt à passer au segment sur réception? Parce qu'on va avoir de la discussion aussi là, à ce niveau-là. C'est pas juste des petites questions vrai ou faux. Là. Vas-y. Et la thématique cette semaine, la thématique se nomme « Qu'est-ce qui te surprend le plus? » Donc, c'est 4 questions où je te donne 2 choix, puis c'est toutes des questions qui sont en lien avec le début de saison dans la LNH. Donc, c'est pas des questions qu'il faut qu'on remonte en 1980 puis que finalement, on n'a aucun souvenir puis qu'on ne sait pas trop quoi dire. C'est quand même des questions là, qui sont faciles à répondre. Là. Fait que première question, t'es prêt? Yes.
qu'est-ce qui te surprend le plus? Les Islanders qui sont derniers dans la division métropolitaine ou le Wild du Minnesota qui trône au sommet de la centrale? Ah, les Highlanders, définitivement, c'est facile. Pourquoi? Parce que le Wild, j'ai craché sur Kaprizov cette année à cause de son contrat, mais écoute, il me fait mentir. Écoute, c'est un joueur étoile incroyable à avoir à jouer. J'ai écouté un peu de games cette année, puis c'est vraiment un beau, un beau joueur à regarder. Par contre, les Islanders, malheureusement, on peut pas dire que c'est de leur faute. En même temps, c'est de leur faute. C'est ça qui est difficile un petit peu. Quand même parti avec 13 ou 16 rencontres sur la route en partant. Là. C'est sûr que c'est difficile quand t'es pas chez vous, jamais. Mais en même temps, c'est une équipe de la Ligue nationale. C'est une équipe qui a beaucoup de talent aussi. Ils jouent pas mal serré. Mais là, écoute, on a seulement 26 parties de jouer. Donc, ils sont toujours en retard un petit peu au niveau des rencontres. C'est ce qui fait du bien, mais on marque pas de but chez les Islanders. On marque juste pas de but, c'est ce qui fait mal. Donc, notre prédiction de la Coupe Stanley fait vraiment mal présentement. C'est ça, c'était un beau petit crash d'avion. Même pas avoir sorti la piste de je pense qu'il n'a même pas décollé l'avion, juste exactement. C'est ça. Donc c'est sûr que c'est une bonne question, mais je pense que le Wild, on l'a peut-être pas vu aussi haut, mais on a peut-être pas non plus... moi, j'ai peut-être mal calculé l'impact de cette équipe-là. Puis écoute, présentement, il y a des joueurs qui font bien, qu'on ne s'entendait pas non plus. Donc, c'est le fun de voir ça. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis, on va se le dire, là, Cam Talbot, qu'on savait dire au début de l'année, Kakkonen puis Talbot. D'après moi, pas Kakkonen va être premier gardien, mais présentement, Cam Talbot se refait une belle chevelure. Donc, se refait une beauté avec le Wild présentement. J'ai pas le choix d'aborder dans le même sens que toi. Là. Je pense que du côté des Highlanders, on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit une saison aussi catastrophique. Bien que la division métropolitaine est très forte, je pense qu'on voyait pas mal d'autres équipes avant eux là, être derniers, comme les Devils, les Flyers à la limite, même les Pingouins qu'on prévoyait un crash. Parce que moi, j'ai prévu un crash là, du côté des Pingouins. Je m'attendais à ce que ce soit une équipe top 3 au moins de la métropolitaine. C'est clairement pas le cas. Puis, tu sais, ils ne gagnent pas à l'étranger, mais quand ils sont revenus à la maison, ils n'ont pas gagné plus non plus. Fait que ça n'a vraiment pas aidé. Tu as parlé du manque de punch offensif. C'est fou comment cette équipe-là ne marque pas de but. Puis, avec des joueurs talentueux comme Beauvillier, Barzal. Là, c'est sûr qu'il y a Anders Lee qui a manqué un bout aussi. Ça n'a pas vraiment aidé. Il y a eu, je pense, la COVID aussi qui s'est invitée là-dedans. Donc, écoute, il y a une équipe qui a moins de buts que d'autres dans le national. Une. Canadien? Même pas, c'est l'Arizona avec un but. Ah, ben oui, les Coyotes. Écoute, Arizona a 56 buts. Over-under 20 est toujours en... Non, mais tu comprends, là, 56 buts pour l'Arizona en 29 rencontres. Puis Islanders en ont 57. Canadien de 67, c'est 10 de plus là, pour 5 rencontres de plus. Donc, c'est difficile avec les Islanders. À New York, cette année, ça marche pas. Il n'y a pas personne qui fait de but. Puis 57 buts en 25 rencontres, là. Faites un calcul rapide, là, c'est 2,3 par game. 2,2, 2,5. Fait que on n'est pas loin. Là. Fait que pas de débat pour la première. On est du même côté. On va y aller avec la deuxième d'abord. Qu'est-ce qui te surprend le plus? Les Preds qui sont devant l'Avalanche Colorado présentement ou les Sabres qui ne sont pas derniers dans la division Atlantique? Boy. Veux-tu que j'aille en premier pour celle-là? Ouais, vas-y donc. Ben, moi, ce qui me surprend le plus, c'est les Preds qui sont devant l'Avalanche. Moi, honnêtement, je voyais l'Avalanche là, au sommet et de loin dans la centrale. C'est pas le cas. Ils ne sont pas si loin que ça. Je pense qu'ils sont quatrième de mémoire. Mais honnêtement, je m'attendais à une équipe qui dominait beaucoup plus que ça. Oui, McKinnon a raté des matchs, mais Devon Toews aussi en a raté beaucoup. Mais je pense que cette équipe-là avait la profondeur là, pour être quand même au sommet dans une division qui n'est pas extrêmement forte non plus. Du côté des Sabres de Buffalo, moi, je trouve que c'est pas tant de surprise dans le sens que il y a quand même quelques équipes qui auraient pu être au dernier rang de l'Atlantique. Les Sénateurs d'Ottawa, on ne sait pas si elle était en progressé que ça. Il y avait les Red Wings aussi. Bon, est-ce qu'elle allait progresser tant que ça? Mais un gros merci à Moritz Seider et Lucas Raymond qui ont vraiment aidé cette équipe-là cette année. Puis même avec le Canadien qui aurait pu aussi. Là, honnêtement, ça se jouait dans ces équipes-là. Fait que, ça se peut qu'il y en ait une ou deux qui soient moins bonnes que Buffalo là-dedans. Donc, je suis moins surpris de voir les Sabres là, qui ont starté fort, mais là, sont plus tant bons que ça non plus. Là, on va se le dire, c'est plus difficile dans les dernières semaines. Mais non, moi, je pense que le fait que les Preds soient aussi haut que ça,
dans une équipe que moi-même j'avais qualifiée qui n'avait pas d'offensive, puis que défensivement, oui, ils sont bons, mais qui allait marquer des buts à Nashville, ben, on a eu droit à la renaissance de Matt Duchesne et Ryan Johansson Tellement. qui finalement Tellement. sont ressuscités parce que si c'était Ouais. pas d'eux autres, l'offensive est censée de passer par eux, puis c'était pas le cas des dernières années. Là, cette année, c'est le cas, puis ça paraît. Donc, non, honnêtement, je suis surpris de voir l'Avalanche Colorado quand même derrière Nashville. Oui, puis je vois dans le même sens que toi. Puis je pense que la statistique qui me surprend le plus des Prédateurs, c'est oui, on est devant Saint-Louis aussi. Là. On a la même égalité à Saint-Louis avec un match en main. Mais c'est 7 victoires de suite. 7 victoires de suite. Ouais, ils connaissent des... vraiment une bonne séquence, Nashville. Une bonne séquence. Puis tu sais, on a un nom qu'on oublie souvent aussi que pourtant c'est un très bon joueur. Puis maudit qu'on n'en parle pas parce qu'il n'a pas fait bien les dernières années, là, mais c'est un Philippe Forsberg. Là. 22 points, 21 rencontres. Donc, manqué un petit peu de match, 1 point par match encore cette année. On a un beau talent avec Tanner Janot aussi qui fait quand même bien malgré tout. Mais on a encore notre bon défenseur Roman Yossi qui est premier pointeur de cette équipe-là. Donc, comme tu dis, c'est la renaissance un petit peu chez les Preds. Puis on a aussi un Yossi Saros aussi qui fait bien. Donc, écoute, il va pour 2,22, 924 cette année. C'est toujours difficile de jouer contre les Prédateurs, mais là, encore plus présentement. L'équipe joue bien. Écoute, au cours des 7 dernières rencontres, là, tu sais, là, on a battu Chicago, on a battu 5-2 Colorado. On n'a pas joué contre Calgary. On a blanchi New York. On est allé battre aussi les New Jersey. On a battu les Islanders. On a battu Détroit. Donc, c'est sûr qu'on a eu quand même peut-être... c'est pas une semaine facile ou des 7 jours, un 7 matchs faciles, mais... Il faut que tu gagnes pareil ces matchs-là. Faut que tu gagnes pareil. Puis je pense que leur victoire contre l'Avalanche, justement, 5-2, ça a été un solide match qu'ils ont joué, puis ça a fait du bien à cette équipe-là. Puis comme tu dis, l'exemple de Buffalo, on le voyait un petit peu arriver. Il n'y a pas beaucoup de punch offensif. On n'a pas de joueur étoile, mais je pense que cette année, en début de saison, le fait qu'on a renvoyé notre cher ami... comment il s'appelle, non? Lequel, ça? L'ancien capitaine des sortes de Buffalo. Ouais. Jack Eichel, tabarouette, un méchant blanc. Donc, le fait qu'on a libéré Jack Eichel du vestiaire a fait du bien en début de saison. Mais là, à un moment donné, le talent s'y met. Puis, tu sais, une chose aussi qu'on n'en parle pas souvent avec les autres Buffalo, ils ont quand même utilisé 4 gardiens cette année, dont Malcolm Subban. Qui a fait un méchant arrêt dernièrement. C'est ça. Donc, tu sais, on a Lukonen aussi qui a joué une coupe de game qui fait bien cette année. Après ça, on a Craig Anderson qui est là au sans rempart. Puis on a Dustin Tokarski. Là. Fait on a parlé tantôt de l'étoile Charlie Lindgren, mais Tokarski, là, un ancien Canadien aussi, là, cette année, c'est difficile. Donc, tu sais, quand tu joues à 4 gardiens de but à cause des blessures et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme tu dis, c'est un petit peu ce qu'on pensait avec les Sabres, qui devraient être vendeurs encore cette année, d'ailleurs, si les séances se font. Là. Pour moi, ça va être vendeur là-bas. La troisième, elle va être rough un petit peu, par exemple. Là, je viens de la relayer, puis honnêtement, je sais vraiment pas quoi répondre à cette question-là. OK, qu'est-ce qui te surprend le plus, là, Stéphane? Chandler Stevenson, qui a présentement une moyenne d'1 point par match avec les Golden Knights, ou Tyler Seguin, qui n'a même pas de moyenne d'1 demi-point par match avec les Stars? Qu'est-ce qui se passe? Donc, juste pour te faire le tableau, 31 points en 31 matchs pour Stevenson, 12 points seulement en 29 matchs pour Tyler Seguin. C'est dur de parler avec Tyler Seguin, on va s'entendre. Là. On va s'entendre parce que, écoute, quel joueur qui a été oublié au cours des dernières années. Hein? C'est difficile pour Tyler Seguin. Si on prend ses statistiques au cours des dernières années, c'est un joueur qui n'a jamais fait une ascension. Il a quand même juste 29 ans. Là. C'est pas un joueur qui est vieux. Mais depuis, je te dirais, 2000, c'est sûr que 2018-2019 a fait 80 points, là, mais 50 points l'année passée, que c'était une bonne saison. Après ça, l'année passée, elle joue seulement 3 rencontres, et là, 12 en 29. Est-ce qu'on était un petit peu tanné au niveau de M. Seguin de jouer avec Dallas? Moi, je pense que ça a un effet. Je ne sais pas si c'est un joueur qui est greedy, puis c'est un joueur qui je ne le connais pas vraiment. Je ne sais pas si c'est un joueur qui n'aime pas... quand il n'aime pas quelque chose, décide de ne plus jouer, comme qu'il a fait. Je ne sais pas s'il a fait ça avec les Bruins de Boston dans le temps. Mais ça reste que là, ça fait quand même une couple de saisons. C'est sa 10e saison avec Dallas. Mais c'est pas très le fun. Pour niveau Stevenson, mais le Golden Knights ont toujours moyen de se réveiller avec quelque chose. Donc, ils ont toujours, surtout en ayant cherché, en faisant les échanges cette année, ont donné peut-être un petit peu plus de place à Chandler Stevenson, puis il va bien cette année. Donc, quand tu lances au but, tu as des chances de marquer, puis c'est ce qu'il fait cette année comparé à l'autre année.
Donc, il a déjà 50 tirs de fait cette année vers le but. Je pense que l'année passée, après 30 games, il y avait quelque chose comme 23-24 tirs. Là. Donc, ça rentre. Golden Knights, c'est une grosse équipe offensive aussi, ça l'aide. Mais c'est impressionnant. C'est le power play cette année qui fait du bien, je pense. Moi, j'allais avec Chandler Stevenson pour la seule et unique raison qu'il n'y a aucun indice qui nous disait au cours de sa carrière qu'il allait devenir un joueur dominant. Il n'a jamais eu une moyenne d'un point par match. Junior, oui. Il y a eu une dernière saison de 89 points en 69 matchs avec les Pats de Regina, mais en même temps, dans le junior, il y en a plein des joueurs qui font 70-80 points, mais qui vivent avec des joueurs de 3e, 4e trio dans la NHL. Fait que c'est pas vraiment un repère. Mais mettons, si on parle au niveau professionnel, il a joué avec les Bears d'Hershey, avec les Capitals. Ça n'a jamais été proche d'un point par match dans ces saisons-là. Avec Vegas, on a vu une certaine progression par contre. Ouais. Sa première saison avec Vegas, 41 matchs, 22 points. Ensuite, 51 matchs, 35 points. Mais là, paf, un point par match pour débuter du moins les 31 premiers matchs. Est-ce que ça va se poursuivre? On verra bien. Ça se peut des fois, il y a des joueurs qui perdent en force, mais après ça, il manque de gaz un petit peu. Si Jack Eichel revient éventuellement aussi, probablement prendre son spot également là, dans le top 6. Fait que ça va peut-être lui nuire à ce niveau-là, mais je dois avouer que je ne la voyais pas du tout venir, le Chandler Stevenson. Tyler Seguin, est-ce que c'est son année ratée l'an dernier à cause de blessures, là, qui est en train d'essayer de se remettre plus en shape que d'autres choses, puis de retrouver ses repères, je ne sais pas. Mais 12 points en 29 matchs. Puis honnêtement, je pense que si je regarde le line-up des Stars, il joue comme sa 3e ligne présentement. Il est en 3e ligne cette année. Ouais. Il n'y a même pas de top 6. Pas de powerplay. Je ne sais même pas si c'est le powerplay non plus. J'aimerais bien connaître la raison de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose à l'interne qu'on ne sait pas? Est-ce que c'est vraiment parce que, comme j'ai mentionné, il essaie de retrouver ses repères tranquillement, mais sûrement. Mais honnêtement, là, wow, on est passé d'un joueur électrisant, un joueur le fun à voir aller, à un joueur qui n'a même pas un demi-point par match depuis le début de la saison. C'est assez décevant. Oui, puis son bon ami Jamie Benn ne fait pas mieux cette année. Là. On n'en parle pas, là, puis ça aurait pu être ta bonne question aussi. Là. Jamie Benn avec un demi-point par match aussi, là, 15 points en 30 rencontres. C'est pas le joueur qui a gagné le plus de points en 2017 ou 2016. Ça fait un petit bout déjà, là, mais. Il faut dire que l'offensive des Stars, par exemple, maintenant passe par les jeunes. Rupi Ince, qui est pas mal au cœur de l'offensive. Jason Robertson aussi. Fait que je pense, est-ce que c'est un changement de garde du côté des Stars? Que maintenant, il faut se dire que du côté de Ben et Seguin, là, les meilleures années sont derrière eux, malgré le fait qu'ils ne sont pas si vieux que ça. Ils arrivent dans la trentaine environ. Ben, peut-être un petit peu plus vieux, par contre, là. Mais on a donné le flambeau tout de suite aux jeunes. C'est pas de mauvaise chose. Je veux dire, Rupi Ince et Jason Robertson, c'est des très bons joueurs. Il y a le bon vieux Pavelski aussi qui est dans le mix. Oh, en feu! Parce que même Radulov aussi, c'est pas une grosse saison pour lui. Non, 12 points, 28 games, c'est pire. Honnêtement, c'est pire. C'est pas une grosse saison. Kleinberg non plus, 14 points, 24 matchs. Donc, le gros noyau qu'on avait là, 3 ou 4 ans, quand on faisait les séries puis on se rendait loin, ils sont plus là pendant tout. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment l'offensive qui a shifté du côté des jeunes. Sinon, dernière question. Qu'est-ce qui te surprend le plus? Frédéric Andersen, qui est 2e au chapitre des victoires avec les Hurricanes, ou Carter Hart, qui a seulement 7 victoires en 19 départs avec les Flyers, club qu'on disait qui était pacté en début de saison. Qu'est-ce qui se passe avec les pas la Flyers? marchandise. Qu'est-ce qui se passe avec les Flyers? Écoute, je peux pas mettre Freddie Anderson parce qu'il y a probablement une des meilleures équipes de la Ligue nationale dans les mains. Puis là, on voit ça fait quoi avec une équipe qui est aussi bonne offensivement que défensivement. Avec Toronto, on avait une bonne équipe offensive, mais on voyait ce que ça faisait quand c'était rendu des matchs cruciaux en fin de saison. Quand les joueurs vedettes se faisaient menotter, il n'y avait rien qui se passait. Présentement, ce qui se passe avec les Hurricanes, mais on l'avait probablement prévu. C'est une équipe qui, depuis 3-4 ans, vont bien. Les outs, ce monde, même Kotkaniemi présentement va bien. Donc, c'est un petit peu moins incroyable pour moi que Frederick Anderson soit là. Par contre, c'est le fun de voir que ce gars-là continue à travailler. Puis il n'a pas non plus. Il n'a pas arrêté. Il est quand même 3e au niveau de la moyenne cette année. Comme tu dis, 2e au niveau des victoires. Donc, c'est une équipe cette année qui va bien. Puis lui, ça va avec. Au niveau de l'autre, mais je ne sais pas ce qui se passe avec les Flyers. On a eu le Bambino avec les Red Sox de Boston et avec les Flyers, je pense que c'est une catastrophe au niveau des gardiens. Ça a coûté le poste aussi à Alain Vigneault. C'est pas une équipe qui est super le fun à avoir joué. Sean Coutier connaît pas une bonne saison.
Puis on a mis tellement d'espoir, ces petits gars-là. Je pense que les Flyers sont un petit peu basés comme qu'on base notre équipe aussi à Montréal. Donc, on base notre équipe sur le gardien de but, puis on espère qu'il va nous sauver des games. Puis écoute, ça ne fonctionne pas. Pas de mauvaise moyenne, 9-18, 202,74. Juste pas, ils sont pas capables de scorer, ils sont pas capables de gagner. Les Flyers ne sont pas capables de gagner et mettre le clou dans le cercueil pour gagner des matchs. Écoute, on riait tantôt au niveau des buts pour, buts contre, mais ils sont quand même moins 18. 77 buts, 95 buts contre. On gagne, on gagne pas plus à l'étranger qu'à la domicile. Euh, donc, je sais pas. C'est une moyenne de 500 présentement, mais c'est une. Pour une équipe qui était boostée avec des joueurs comme qu'il y avait, comme qu'on disait, est-ce que vraiment c'est des joueurs qui donnent plus? Provorov, cette année, ne livre pas la marchandise 0. Keith Yandel est le bon vieux Keith Yandel, mais il ne fait pas de points d'avantage numérique. Il en a quand même 7, mais il fait 3 points dans le reste du temps. Moins 14, notre fameux Keith Yandel est encore là. Donc, est-ce que le fait qu'on a ramené Rasmus Ristolainen à E2, pas vraiment cette année encore? Donc, c'est dommage. Kim Atkinson fait bien, mais je pense on tire la charrue à 1 ou 2 personnes. Puis, je ne sais pas si tu as lu un article cette semaine, mais il y a un gars qui a attaqué Claude Giroux, un des reporters de la Ligue nationale, disant qu'un bon leader fait en sorte que tu ne mets pas ton coach en dessous du boss. Il ne faut pas s'oublier aussi que les Flyers, on a eu quoi, 6 entraîneurs en les 7 dernières années. C'est pas ça qu'il disait l'autre fois? Ou, je sais qu'ils en ont eu plusieurs, quand même. Ils en ont eu plusieurs. Donc, tu sais, est-ce que Claude Giroux est vraiment l'homme de la situation au niveau, du leadership? Ça, je pense que ça commence à jouer. Là. Quand ton équipe va mal, année après année, peu importe qui est en arrière du banc, peu importe qui t'amène dans l'équipe, puis peu importe quel gardien tu as dans l'équipe. Donc, je pense que c'est un petit peu c'est une culture aussi là-bas, je pense, le problème, puis on s'en rend de plus en plus compte à Philadelphie. La raison pour laquelle j'ai mis Frederik Andersen dans cet énoncé-là, c'est que moi, je pensais, parce que moi, ça m'a surpris qu'il soit deuxième parce que je pensais qu'elle allait avoir un travail partagé avec Renta. Parce que Renta, c'est un autre gardien aussi qui est capable de faire le travail. Donc, je pensais que ça allait être plus, sans dire un 50-50, mais peut-être plus un 60-40. Mais visiblement, on a vraiment plus utilisé Anderson. Puis évidemment, les résultats portent ses fruits, comme on peut le voir. Comme tu as mentionné, les Hurricanes, c'est une équipe beaucoup mieux balancée que les Leafs, beaucoup moins de pression aussi parce que c'est pas le même marché du tout. Donc là, il peut gauler puis avoir l'appel. Il n'y aura pas 75 journalistes qui vont le critiquer après une mauvaise game comme c'était le cas à Toronto. On ne passera pas sur les ondes de TSN à journée longue là, pour jusqu'à 6 h du matin. Les journalistes possibles. C'est vraiment pas le même climat de travail. C'était plus pour ça que je l'avais placé là, dans cet énoncé-là. Puis Carter Hart, bien évidemment, est-ce que c'est tout de sa faute? Non. Mais est-ce qu'il doit en faire plus? Oui. Quand ton gardien ne fait pas les arrêts, des fois, tu as beau marquer 3 buts, si ton gardien en accorde 4. À un moment donné, tu peux pas. Normalement, quand tu marques 3 buts, tu es censé avoir des bonnes options sur la victoire. Du côté des Flyers, visiblement, c'est pas le cas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite avec les Flyers. On a congédié le coach. Est-ce que le prochain, comme tu as mentionné, est-ce que c'est une transaction avec les gars qui forment le noyau actuellement? Honnêtement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Flyers parce qu'on a fait des gros moves cet été. Ça ne rapporte pas. Là, la prochaine étape, c'est quoi? Écoute, il va falloir, je pense que la prochaine étape, ça va être l'implosion. On va faire le ménage, puis on va recommencer du début avec cette équipe-là. Eh oui, encore. Encore, c'est ce qui s'en vient. Moi, je pense que oui, puis il n'y aura pas d'autre choix. Tu peux pas, dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, tu ne peux pas faire ton équipe au niveau du gardien, à moins que tu aies un gardien purement étoile. Puis on le vu à Montréal, puis c'est ce qui fait mal à Montréal depuis les 15 dernières années, malheureusement. Depuis 2005, on a repêché Carey Price, c'est ce qu'on attend de lui le sauveur. On l'a eu. On n'a jamais eu des équipes devant lui. Ce que Roy a eu, lui, quand même. Je te dis pas en 93. Je te dis pas en 86, je veux dire, mais en 93, il avait quand même une bonne équipe devant lui. Donc, oui, on a gagné Coupe Stanley à Montréal avec un gardien élite. Mais regardez nationale présentement, est-ce qu'à chaque année, c'est un gardien élite qui gagne la Coupe Stanley? C'est à dire, je pense pas. En tout cas, le Lightning a eu Vasilevski dans les dernières années, mais en même temps, est-ce que Vasilevski est si bon que ça ou si c'est parce qu'il y a un très bon club devant lui? Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. On s'est toujours se rappeler de la finale de 2010 qui opposait Michael Layton à Antiniemi, ce qui prouve que c'est pas tout le temps des duels entre des gardiens élites là, à ce niveau-là. Exact. Et, c'est sûr que ça aide pas mal, un bon gardien, mais il ne faut pas non plus là, miser uniquement sur un gardien de but là, pour faire le travail. Écoute, Stéphane, c'est ce qui met fin à cet épisode numéro 11. Juste avant qu'on se quitte, juste plugger championnat du monde hockey junior qui va avoir lieu dans les prochains jours. J'ai mon pool qui est
C'est la 8e édition là, cette année. Donc, si vous voulez vous inscrire, rendez-vous sur hockeysurdemande.com. Les règlements sont tous là. Un pool bien le fun. C'est gratis, puis vous pouvez gagner de quoi. Donc, quand c'est gratis, on ne chiale pas, on s'inscrit. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Voilà. Et sinon, si vous voulez vous mettre dans le mood du championnat du monde de hockey junior, avant que le tournoi commence, Stéphane, je t'invite aussi à le faire. Si tu as le temps, évidemment, c'est un petit 40 minutes à investir à un moment donné que les enfants sont, je sais pas, ils sont en train de dormir ou peu importe, là, que tu as vraiment 40 minutes à toi tout seul. Juste aller sur YouTube et il y a l'équipe de Bar Down qui appartient à TSN. Là, dans le fond, c'est des jeunes là, qui font des vidéos. Ils ont fait une compilation en 2 parties, donc c'est 2 vidéos d'une vingtaine de minutes de tous les buts qui ont été inscrits dans les matchs de la médaille d'or depuis, je pense, les 10 dernières années, depuis 2010. Fait que ça vous replonge un peu dans les souvenirs. On a le fameux but de Zibanejad en prolongation pour les Suédois, que ça faisait un bout qui n'avait pas gagné la médaille d'or. On a la fameuse remontée des Russes quand le Canada menait 3-0, je pense, en 3e, qui a remonté ça pour gagner ça 4-3. Donc, tous des souvenirs comme ça, bien le fun. Juste aller voir ça, c'est comme je mentionnais, c'est 2 vidéos d'une vingtaine de minutes. Juste à inscrire là, Bar Down, All Gold Medal Goals ou peu importe demain. Là, faites une traduction comme vous voulez, mais ou au pire, je les mettrai en lien là, dans la vidéo sur YouTube. Je pense que ça va être plus simple. Pourquoi pas? Ben oui. De regarder ça. C'est vraiment le fun. Ça, comme je mentionnais, si vous avez suivi le tournoi là, assidûment dans les 10-15 dernières années, là, c'est des petits souvenirs qu'on peut se rappeler. Puis des beaux jeux aussi, il y a eu des beaux buts là-dedans. Donc, je vous invite à aller voir. All right, c'est une bonne idée. Puis écoute, participez, les gars. Comme vous dites, c'est une affaire gratuite qu'on peut gagner des prix. Puis je vous promets l'année prochaine, je vais investir avec Max, avec Entrechum, puis on va vous donner un plus gros cadeau l'année prochaine. Mais c'est une belle édition que je suis à chaque année. Je te dis pas que je participe à chaque année. Tu sais que je suis pas le plus grand connaisseur du junior. Mais cette année, je vais le faire avec toi, c'est sûr, certain. Puis on va inscrire mon roster. Mais c'est une belle initiation que tu fais à chaque année. Puis félicitations, 8e édition, faut le faire. Puis d'ailleurs, depuis l'année passée, la nouveauté de l'année passée, c'est que je fais mon line-up aussi. Je le publie sur le site de Hockey sur demande. Et tous ceux qui réussissent à battre mon line-up, je fais un autre tirage là, parmi ces personnes-là. Donc, je vais encore faire mon line-up cette année. Je vais me mettre à la tâche probablement demain ou le 24 au matin là, avant de Rotterdam. Donc, on va checker ça attentivement. Puis je vais publier ça sur le site de Hockey sur demande, là, juste à surveiller ça. Puis Stéphane, écoute, même les personnes qui ne sont pas les plus assidues du hockey junior, la beauté de la chose, c'est que tu as juste 3-4 petites lectures, tu es capable de voir un peu c'est qui les bons joueurs du tournoi. Puis de toute façon, des fois, tu peux prendre un joueur qui est censé de dominer au tournoi, puis finalement, il se blesse ou bien il connaît un tournoi de bouette. Puis tu as un gars de l'Allemagne qui sort de nulle part, qui te fait 8-9 points. Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est que même si tu penses avoir pris les meilleurs joueurs, des fois, c'est pas tout le temps eux autres qui vont te rapporter glos dans ce pool-là. Exact. Donc, juste à regarder, comme je mentionnais, sur Hockey sur demande pour les règlements et tout ça. Sinon, Stéphane, un gros merci encore une fois de ta participation. On va prendre le congé là, pour le reste là, de l'année 2021. Donc, on va se retrouver là, en janvier. Puis, justement, on va pouvoir faire un breakdown là, du tournoi de World Junior. Parce que c'est probablement le seul hockey qu'on pourra analyser lors du prochain épisode. Je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose dans la NHL, malheureusement. Non, profitez-en. Puis écoutez, amusez-vous avec le hockey qu'on va avoir sous la main. C'est des jeunes espoirs du futur pour la Ligue nationale, pour la KHL, ceux qui regardent la KHL. Puis moi, je vais vous dire d'ici là, amusez-vous bien, soyez prudents. Puis avec tout ce qui se passe, je ne dirais pas je serais pas mon seul le goal de respecter les règles, mais faites quand même attention. La sécurité, la santé de tout le monde est importante. Puis je vous remercie d'être là, Chang, à chaque semaine. Merci, Max, d'opportunité encore. Puis on va continuer ça fort en 2022. Puis écoute, passe du bon temps avec ta famille, toi aussi, puis amuse-toi bien. Yes, joyeuse fête toi aussi à ta petite famille et aussi à tous ceux qui nous écoutent. Là. On se retrouve là en janvier. Yes, bye bye tout le monde.